BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, de quoi je me mêle. On évoque maintenant un autre sujet ici à Orlando, à l'occasion de ce rendez-vous Transition Academy. Un sujet qui nous concerne tous, c'est les écrans, c'est la lumière. Et rien ne vaut quand même un professeur pour nous parler de tout ça. Raymond Nadjar est avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour François. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche du département d'ophtalmologie de l'Université nationale de Singapour. Vous êtes venu de Singapour ici à Orlando, 13 heures de décalage. Tout va bien, ça va ? Tout va très bien, merci de m'avoir. Mais alors, vous avez étudié à Lyon, d'où votre français parfait. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes spécialiste en neurosciences visuelles et vous travaillez justement sur l'impact, entre autres, que peut avoir la lumière à la fois sur nos yeux, mais aussi sur notre cerveau. Et peut-être commencer par la question que tout le monde se pose en fait. Aujourd'hui, on est de plus en plus longtemps sur les écrans et on nous dit que c'est très mauvais pour la santé, que le fait de regarder des écrans lumineux abîme les yeux. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça ? Alors, la question des écrans, c'est une question qu'on pose très souvent en fait. Bien sûr, et qui est sociétale aujourd'hui. Voilà, donc en fait, en ce qui concerne les écrans, bien sûr, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de qui on parle. Si on parle des enfants, par exemple, être exposé aux écrans à un âge très jeune a un impact sur la santé mentale et le développement mental des enfants. La question maintenant sur le développement oculaire, la santé oculaire, aussi il y a deux angles là-dessus. Donc le premier, c'est est-ce que la lumière émise par les écrans, est-ce qu'il y a des preuves qui sont convaincantes que la lumière émise par les écrans est néfaste pour le développement oculaire ou pour les yeux. Donc ça, il n'y a pas de preuve là-dessus. Par contre, quand les enfants passent beaucoup de temps sur les écrans, ils sortent moins dehors. Et ça peut avoir un impact sur le développement de leurs yeux et sur la myopie. Donc faire du travail de près, être devant un écran, c'est quand même un risque pour le développement de la myopie. Mais qui n'est pas lié en fait à la luminosité de l'écran. Voilà. C'est le fait que si on reste longtemps devant un écran, on ne sort pas. Et le fait de ne pas sortir peut, on va dire, aggraver notre myopie parce qu'on ne regarde pas de loin. C'est ça. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant. Je crois qu'en Chine, les parents sortent les enfants dehors. En tout cas, c'est ce qu'on leur propose pour que justement ils puissent regarder l'horizon. C'est ça ? Voilà, donc c'est le principe de sortir dehors pour ne plus faire du travail de près, avoir moins d'accommodation, mais c'est surtout pour être exposé à la lumière du soleil. Donc la lumière du soleil qui est bien plus intense que ce qu'on a à l'intérieur, évidemment, qui a un spectre qui est complètement différent des lumières qui a les lumières des écrans, justement. Voilà, pareil, aux lumières des écrans. Donc cette lumière-là, elle permet aux yeux de grandir, de croître normalement, en fait, de se développer normalement. Et il y a des preuves que les enfants qui passent plus de temps dehors ont moins de risque de développer la myopie. Voilà. Sans compter aussi un bien-être mental qui est plus élevé. Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Si le fait de regarder pendant des heures les écrans n'a pas véritablement d'impact sur notre qualité visuelle, ça peut avoir un impact mental, c'est ça ? Bien sûr. Donc, comment on l'explique ça en fait ? Alors, donc pour les écrans, pour les enfants spécifiquement, en ce qui concerne les enfants, dont le cerveau est en train d'être construit finalement, c'est ça le problème. Exactement. Donc en fait il y a des preuves et il y a des papiers et des recherches qui montrent que les enfants qui sont plus exposés aux écrans quand ils sont jeunes ont plus des troubles mentaux quand ils grandissent. Et c'est surtout des enfants qui sont exposés aux écrans à l'âge de 1 an et demi, ce qui est vraiment pas recommandé. Être devant les écrans avant l'âge de 2 ans n'est vraiment pas recommandé. Et même, il faut limiter l'exposition aux écrans chez les enfants. Ça paraît évident, mais pas d'écran avant 2 ans. Carrément. Voire même 3 ans, en fait. Carrément. Donc ça, le plus on peut décaler, le mieux c'est. Et évidemment, vous l'avez dit François, quand on parle d'être plus exposé au soleil, c'est être dehors. Il y a quand même un aspect physique, faire plus de sport, être plus actif. Donc généralement, c'est beaucoup mieux d'être dehors qu'à l'intérieur. Mais en effet, on sera tous exposés aux écrans. Les jeunes, les adultes, on est tous exposés aux écrans. Pour les adultes, si je me permets de faire une petite remarque, être exposé aux écrans, surtout le soir, c'est quand même, ça abîme la qualité du sommeil. Et il y a beaucoup de preuves que la lumière des écrans, mais aussi l'aspect cognitif
le fait d'être intéressé par ce qu'on observe sur l'écran, nous tient éveillés. Voilà. Et nous empêche d'entamer le processus de sommeil finalement. Voilà. C'est exactement ça. Nous garde éveillés, on passe plus de temps réveillés et en essayant de dormir et on n'arrive pas. Et après, la qualité du sommeil, après une nuit passée devant les écrans, elle est atténuée aussi. Donc le conseil qu'on donne, c'est arrêter les écrans 1 heure avant de dormir. En fait. C'est dur à faire, mais même pour nous adultes, hein, c'est compliqué. C'est clair. Exactement. Je trouve qu'il y a un paradoxe dans ce que vous dites parce que vous parlez justement du fait pour les enfants de sortir, d'aller à la lumière du soleil, mais on nous dit aussi que le soleil n'est pas bon pour la peau et la santé. Donc comment trouver le juste milieu entre les deux finalement? C'est une excellente question. Alors, le soleil et la peau, il faut surtout se protéger des rayons UV. Donc quand on demande aux enfants et aux adultes de sortir, et si c'est à midi où le soleil est bien puissant, bien intense, on demande de se protéger avec des crèmes solaires. Porter des lunettes solaires, ça peut aider aussi, même pour les enfants. Alors il faut faire encore plus des études pour savoir combien les lunettes solaires atténuent la lumière du soleil et est-ce que cette lumière est suffisante pour la croissance oculaire. Mais il faut se protéger contre le soleil, il faut porter un chapeau, une casquette, mettre une crème solaire et sortir. Voilà. C'est intéressant parce que, alors on va parler tech, en fait il existe un capteur que les enfants peuvent avoir au poignet. Lié à une appli que vous avez développée, j'imagine dans votre centre à Singapour, qui va donner aux parents la durée d'ensoleillement, en tout cas de lumière que les enfants ont reçue dans la journée. C'est ça? Ça prouve en tout cas l'importance de cette donnée. Voilà, donc c'est un projet qu'on a entamé à Singapour il y a 1 an. Et le but c'était de donner un peu, d'encourager les parents, mais aussi de les informer que leurs enfants ne passent pas assez de temps dehors. Donc c'est un projet qui est en collaboration avec un institut à Singapour qui s'appelle Toom Create. Donc on a développé l'application ensemble, NUS et Toom Create. Et cette application connectée à un senseur de lumière donne l'info aux parents. Ça leur dit votre enfant a passé 10 minutes dehors aujourd'hui. Si vous avez un peu de temps cet après-midi, ramenez l'enfant dehors pour assez de temps. Généralement c'est 2 heures par jour. Donc on essaie quand même de garder les parents informés et faire ce qu'on appelle une intervention comportementale pour essayer de diminuer les taux de myopie à Singapour mais aussi en Asie. Il y a une épidémie, on parle d'une épidémie de myopie, c'est ça? Carrément. C'est imaginez ça, c'est en 2050, il y aura la moitié de la population mondiale qui sera myope. Et le risque vraiment de la myopie, c'est plus un enfant est myope tôt, donc si un enfant commence à être myope à l'âge de 4 ou 5 ans, il a beaucoup plus de risque d'être vraiment myope, avec une myopie forte à un âge adulte. Et avec la myopie forte, il y a beaucoup plus de pathologies oculaires qui peuvent être associées à la myopie forte. Donc ce qu'on veut, c'est décaler ce début de myopie autant qu'on peut pour éviter la myopie forte à un âge adulte en utilisant la lumière. Raymond Najjar, il y a un autre sujet qui est passionnant. Parmi tous les travaux que vous menez, vous arrivez aujourd'hui, grâce à des appareils, à détecter des maladies simplement en regardant les yeux des gens. C'est hyper intéressant, bien sûr. On pourrait croire que ça coûte très très cher, mais en plus la particularité de ce que vous mettez en place, c'est que ça marche avec des devices qui sont peu chers. Expliquez-nous le principe de cette recherche et à quoi ça sert vraiment. Donc il y a 2 aspects. On utilise toujours la lumière. Donc ce qu'on fait dans notre labo, c'est on regarde le réflexe pupillaire, la réponse de la pupille à un stimulus lumineux. Donc la pupille, quand on projette la lumière sur l'œil, la pupille se constricte. Et ça, c'est une réponse non visuelle. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une réponse visuelle, mais c'est en fait non visuel. On a des patients aveugles qui peuvent avoir une réponse pupillaire. Et en regardant cette réponse pupillaire, on a développé un petit système qui est accessible à tout le monde, mais qui permet, en utilisant l'IA et la réponse pupillaire, de détecter des pathologies oculaires. Non. Ce qui est particulier avec ce système, c'est qu'il vise pas les ophtalmos, il doit être utilisé dans la communauté, par des opticiens,
par des généralistes, par des optométristes. Et le but, c'est de détecter des pathologies oculaires pour pouvoir référer les patients très tôt, pour qu'ils soient traités très tôt pour leur pathologie. Quel type de pathologie peut-on détecter? Donc le système peut détecter le glaucome. Et le glaucome, c'est quand même assez particulier parce que ça affecte la vision périphérique. Donc les patients ne savent pas qu'ils sont glaucomateux jusqu'à un stade assez avancé. Parce qu'ils s'habituent en fait à l'angle de vision qui se réduit. Carrément, parce qu'on utilise notre vision centrale très souvent et on ne remarque pas notre vision périphérique et du coup on perd de la vision périphérique et on ne détecte pas le glaucome. Donc il y a quand même un bon pourcentage, plus que 50% des personnes glaucomateuses qui ne sont pas détectées à Singapour. Et Singapour a quand même un système médical qui est assez fort. D'autres pathologies qu'on peut détecter, c'est comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique. Donc le système marche pour la détection des pathologies en général, de la santé oculaire. Et c'est intéressant parce que ça c'est une partie de vos travaux, mais il y a d'autres chercheurs qui travaillent aussi sur l'analyse rétinienne pour trouver d'autres pathologies. C'est dingue comme en fait, le regard est un peu le reflet de notre santé finalement. Et ça c'est assez nouveau, le fait qu'on se rende compte de ça, non? Donc voilà, le message, l'œil et la fenêtre pour le cerveau. C'est dingue. Ça part dans les deux sens. En fait, dans le sens que vous venez de mentionner, François, l'œil et la rétine, quand on regarde la rétine à travers la pupille, c'est le seul endroit où on peut voir les vaisseaux sanguins dans le corps. Et quand même, l'œil est un bon indicateur, par exemple, de pathologie cérébrale, de pathologie neurologique. On a publié il y a un bout de temps maintenant, 5 ans, un papier où on a regardé si on peut détecter l'hypertension intracrânienne, une augmentation de pression dans le cerveau en utilisant juste des photos de l'œil. En fait, on peut faire ça et ça on l'a fait avec le professeur Dan Millea qui est à Paris maintenant. L'œil est utilisé pour détecter Alzheimer. Il y a des projets de recherche qui avancent. Pour détecter le Parkinson, pareil, il y a beaucoup de projets qui avancent, mais surtout pour détecter des pathologies rénales liées au diabète, par exemple, pour détecter la rétinopathie diabétique, c'est bien lancé pour tout ça. Et tout ça à travers l'IA, l'intelligence artificielle et les photos de l'œil. Passionnant, merci beaucoup Raymond d'être passé sur le plateau de quoi je me mail. Raymond Nadjar, professeur, donc directeur de recherche du département d'ophtalmologie de l'Université nationale de Singapour. Merci beaucoup. Merci beaucoup François. Et on va rester dans cette thématique que je trouve passionnante. On va encore parler de lumière avec notre dernier invité dans ce de quoi je me mail exceptionnel depuis Orlando. Voilà le retour de quoi je me mêle. Nous sommes toujours ici à l'événement Transition Academy à Orlando, en Floride, pour parler du futur de la vision, des lunettes. Et je suis très heureux d'accueillir Coralie Barraud sur ce plateau. Bonjour Coralie. Merci de m'accueillir. Alors vous êtes directrice des collaborations scientifiques et cliniques chez Transition Essilor. Formation de physicienne, vous avez travaillé dans l'optique des lasers avec une spécialisation sur la photobiologie, un parcours étonnant. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui vous vous intéressez beaucoup à la lumière. On va en parler dans un instant. L'impact qu'a la lumière sur notre organisme finalement et sur ce qu'on est, nous humains. Mais auparavant, j'aimerais avoir votre avis sur les lunettes, parce que évidemment on parle beaucoup de lunettes ici, des lunettes connectées, des lunettes de nouvelle génération, et vous dites que finalement on n'en est qu'au début et que demain les lunettes pourraient aussi avoir nous suivre notre comportement. Finalement, c'est ça? Oui, exactement. En fait, la lunette, c'est un objet du quotidien qui a été qui est assez banalisé finalement, qui nous sert d'abord à bien voir. Alors c'est sa fonction première et ça doit rester sa fonction première. Maintenant, la lunette, elle a une place intéressante puisqu'elle est à la jonction de 3 sens, donc la vision. L'audition, l'odorat également. Donc voilà, on sait que et elle est très proche du cerveau. Donc elle a une place intéressante. Et également, c'est finalement l'intermédiaire entre la lumière qu'on reçoit
et nos yeux. Donc elle a vraiment comme ça une position stratégique. Donc effectivement, on voit apparaître des lunettes qu'on appelle des lunettes avancées ou du smart eyewear, mais plutôt voilà des lunettes avancées qui intègrent de nouvelles fonctions, des fonctions auditives, des fonctions de captation d'images, de captation de vidéos. On pourrait aller plus loin. Déjà, on pourrait commencer par considérer la lumière de façon plus prononcée, puisque on voit beaucoup aujourd'hui de personnes plutôt avec des verres clairs, des verres clairs statiques. On sort dehors, les verres restent clairs. Donc et ça, et finalement, on change de lunettes à ce moment-là pour se mettre une paire de lunettes de soleil. Exactement, on change parce qu'on est gêné. Donc la lunette ne s'adapte pas à nos comportements, mais on doit s'y adapter, on doit compenser. Donc nous, on pense chez Transition qu'on n'a pas à s'adapter et que c'est la lunette qui devrait le faire. Donc il y a déjà une première. Et donc rappelons ce que c'est. Ce sont des verres. Qui vont s'adapter en fait à la luminosité ambiante. Tout à fait. Donc on peut avoir des verres en fait qui vont être adaptatifs à la lumière, qui sont extrêmement dynamiques, extrêmement réactifs et qui vont varier la dose de lumière qu'on reçoit. Donc ils vont se foncer plus ou moins. Afin d'accompagner l'œil et la personne dans sa bonne vision. Et ça, c'est finalement la première étape d'une lunette avancée, d'avoir une lunette avec un verre qui va nous permettre une vision continue, quelles que soient les conditions de lumière auxquelles on est soumise. Et c'est ce que fait. Est-ce que ça se substitue vraiment à une paire de lunettes de soleil ? Alors oui, tout à fait. Là aujourd'hui, on a des technologies qui sont aussi foncées qu'un solaire lorsque l'intensité lumineuse le requiert, et qui sont aussi claires qu'un verre clair lorsqu'on est en intérieur. Après, on peut réfléchir un peu plus loin. Est-ce que le verre clair est la bonne solution pour tous nos usages en intérieur ? Certainement pas. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, la technologie des verres adaptatifs à la lumière, elle est suffisamment avancée pour qu'on puisse avoir le bon niveau au bon moment. Et après, vous parliez d'adaptation à nos comportements. On peut aller même un cran plus loin. Au-delà de la bonne vision, finalement, l'œil ne nous sert pas qu'à voir. Il y a une connexion avec notre cerveau et vers des aires non visuelles. L'œil, finalement, l'interaction entre la lumière et l'œil va aussi avoir un impact important sur notre sommeil, notre cognition, notre mémoire, notre humeur. Bon, voilà, on sait que quand il n'y a pas beaucoup de soleil, quand c'est très sombre, l'hiver, on est de moins bonne humeur. Bon, voilà, c'est une démonstration assez banale. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de dépression l'hiver, par exemple, dans des zones où il n'y a pas des phénomènes de dépression saisonnière. C'est prouvé scientifiquement, oui, ça c'est prouvé scientifiquement. Il y a vraiment un impact de la lumière, un impact spectral, parce que la lumière, on parle beaucoup lumière, mais elle a des propriétés. On a de la lumière autour de nous sur un plateau télé, mais c'est pas de la lumière qui équivaut. C'est pas la lumière naturelle. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Dans la lumière, il y a 4 caractéristiques principales que sont le spectre, c'est-à-dire la couleur de la lumière, l'intensité. Le timing, c'est-à-dire le moment auquel va être amener la lumière, distribuer la lumière et la distribution spatiale de cette lumière. Et aujourd'hui, avec les verres adaptatifs, on joue énormément sur l'intensité, c'est-à-dire qu'on va moduler le niveau de lumière. Demain, on va pouvoir jouer plus sur le spectre, la couleur filtrée à des zones spécifiques de la lumière qui ont des impacts sur des fonctions biologiques particulières. Par exemple, la lumière bleu turquoise, bleu vert, qui a un impact important sur notre sommeil. Et on sait que cette lumière bleu vert, il faut en recevoir beaucoup le matin, pas beaucoup le soir. Être exposé aux écrans le soir, à cette lumière en particulier des écrans le soir, a un impact sur notre sommeil, sur notre mélatonine, notre hormone de la nuit. Vous voulez dire par là que finalement, on pourra avoir demain une paire de lunettes de soleil qui améliorerait notre quotidien, c'est-à-dire qui nous permettrait de mieux nous réveiller, de mieux nous endormir, sans qu'on s'en rende compte finalement, un peu comme... à un moment, c'était la mode d'avoir ces lumières un petit peu tamisées avant de se coucher. Ces lumières bleues ou rouges. Rouge, c'est ça. C'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle la luminothérapie, non, finalement. Alors, ou est-ce qu'on n'est pas tout à fait. On pourrait, en tout cas, ça peut être. On pourrait effectivement appeler ça de la thérapie ou de la thérapie par la lumière, mais en tout cas c'est plus de pouvoir adapter la lumière aux besoins de l'individu, à ses besoins visuels, mais il y a des besoins au-delà de la vision. On parlait du sommeil qui pourrait tout à fait être couvert par une modulation efficace. Donc effectivement, les lunettes de demain, elles doivent intégrer ces fonctions de filtrage adaptatif.
et également potentiellement de pouvoir anticiper ce dont a besoin une personne, à quel moment, de quoi, de combien. Et pour ça, on peut aussi utiliser tout ce qui est finalement l'imagerie cérébrale. On a des EEG mobiles, des électroencéphalogrammes mobiles, voilà, qui peuvent nous donner des informations extrêmement intéressante sur comment la lumière va impacter notre vision, notre cognition. Et typiquement, voilà, on pourrait prendre cette information faire un examen, pour en fait, venir de nos, personnaliser le traitement. Un examen de nos ondes cérébrales pour après adapter le traitement, la proposition de filtre. Voilà, de filtrage de la lumière. Effectivement, nous, avec des lunettes, on fait plutôt on appelle ça de la soustraction de lumière. Donc, on va plutôt enlever qu'en rajouter. On pourrait très bien imaginer de la luminothérapie où là, c'est plutôt en ajouter. En tout cas, avoir vraiment un filtrage adaptatif en fonction de la fonction, en fonction de l'heure, en fonction du moment, voilà, et d'aller bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est finalement la partie émergée de l'iceberg. C'est intéressant parce que on voit même des prototypes aujourd'hui de lunettes qui adaptent en temps réel la correction finalement. Oui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a une start-up qui s'appelle Laclaré qui s'est spécialisée là-dedans et qui arrive à moduler en fait la correction de presbytie. Suivant que on regarde de loin ou on regarde de près. Alors, ça aussi c'est intéressant. Ça c'est aussi intéressant. Alors effectivement moi c'est moins mon sujet puisque je suis plutôt sur les fonctions autour de la lumière. Mais on imagine toute cette combinaison de technologies. Tout à fait. De la même façon que vous avez de l'adaptation en correction, vous avez de l'adaptation en lumière. Et ça c'est un point central sur lequel on travaille effectivement de façon efficace. Et le fait d'avoir de la lunette avancée avec des capteurs embarqués sur les lunettes fait qu'on peut se permettre d'aller vraiment dans la personnalisation et d'aller bien au-delà de la correction, de l'acuité visuelle, qui, comme je le disais, est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Alors, votre spécialité, c'est la lumière, finalement. Juste une petite question sur la lumière bleue, parce que c'est vrai qu'on a tout dit et n'importe quoi sur ce sujet. Est-ce que c'est dangereux de regarder des écrans qui diffusent de la lumière? Est-ce que tous les écrans diffusent de la lumière bleue aujourd'hui? Alors la lumière bleue, elle est principalement émise par la lumière du soleil. Toutes les études en fait qui ont été réalisées sur l'étude de la nocivité de la lumière bleue sur la rétine, sur le long terme, on parle de processus cumulatif long terme, elles ont été faites en simulant la lumière solaire. La lumière solaire, elle émet beaucoup plus finalement en termes d'intensité de lumière bleue que n'en émettent nos écrans ou nos éclairages artificiels. Aujourd'hui, il n'y a aucune donnée longitudinale suffisamment puissante qui puisse nous dire que la lumière bleue émise par les écrans puisse être délétère sur notre santé visuelle. Il y a eu un certain affolement à un moment qui retombe un peu. Alors il y a vraiment une véracité, je dirais, scientifique qui est claire sur la lumière bleue accélère le vieillissement rétinien de la même façon que les UV accélèrent le vieillissement de la partie antérieure. En plein soleil, j'accélérais mon vieillissement rétinien parce qu'il y a de la lumière bleue en fait. Et voilà, en fait, il y a vraiment, c'est un facteur d'accélération, c'est-à-dire que, et on parle de processus très long terme, de plusieurs dizaines d'années, etc. Bien sûr. Donc, cette lumière, la lumière bleue et les UV vont accélérer le processus de vieillissement. Donc, si on peut aider à les filtrer et à les diminuer, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut dissocier lumière bleue et écran. Des sujets. Des lunettes justement. Je ne sais pas si Transition fait ça, mais est-ce qu'on peut imaginer des verres qui filtrent cette lumière bleue aussi? Alors tous les verres Transition filtrent 100% de la lumière UV et une portion de la lumière bleu-violet la plus énergétique de façon intrinsèque en fait. Sans impacter en fait la qualité de la vision. Sans impacter, non, tout à fait, sans impacter la qualité de la vision, bien au contraire. Et c'est une bonne chose. C'est vrai que donc pour tous ceux qui sont devant des écrans pendant des heures et des heures, vaut mieux avoir quand même des lunettes qui filtrent la lumière bleue. Ou pas? Pour moi, c'est pas une question d'écran, c'est plus que de façon générale. Pour moi, un basique de la lunette devrait être d'avoir une bonne protection sur les aspects long terme, de vieillissement long terme, et dans ce cas-là, d'intégrer un UV bleu. Mais pour moi, c'est vraiment pas lié à l'usage des écrans. Et par ailleurs, il faudrait recommander à la population de façon générale de passer un peu plus de temps à l'extérieur, un peu moins de temps sur les écrans, au-delà de ce
qu'on évoquait à l'instant sur la partie vieillissement, les écrans le soir, par exemple, ont un impact là, pour le coup, scientifiquement prouvé sur la production de notre hormone de la nuit, la mélatonine, et en particulier chez les jeunes adultes et les enfants. Donc là, pour moi, il y a plutôt un problème de ce côté-là. 1 heure ou deux avant de s'endormir, 1 heure ou deux écrans. avant les écrans, Ouais. c'est un conseil qui paraît évident, mais qui est extrêmement important. Voilà, mais venant de votre savoir et de votre expérience, ça a encore plus d'impact. Merci beaucoup Coralie pour toutes ces précisions, c'est passionnant. Vous êtes directrice des collaborations scientifiques et cliniques chez Transition Essilor. Vous êtes physicienne, on le disait, spécialisée dans l'optique des lasers et puis spécialisée aussi en photobiologie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et ce De quoi je mêle est terminé. Voilà, c'était une émission un peu particulière mais passionnante sur... Voilà, un autre secteur qu'on n'a pas trop l'habitude d'évoquer dans cette émission qui touche justement à la vue, aux lunettes et à l'optique. On se retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment, dans un format plus habituel. On a été ravis d'être avec vous depuis Orlando, depuis la Floride, depuis cet événement en Transition Academy. Et rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.